Euh, donc, ce soir, je vais vous présenter un peu cette association et qu'est-ce qu'elle fait, et mon parcours personnel aussi dans l'agriculture urbaine. Et du coup, bah, vous donner mon avis sur cette agriculture urbaine. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et Marie, on va commencer avec toi pour que tu nous expliques comment fonctionne l'économie du gaspillage alimentaire. Oui, alors déjà pour commencer par juste quelques chiffres, même si le gaspillage est difficile à mesurer et que l'on n'est pas d'accord sur les méthodes, ce qu'on met, etc. Et d'après les derniers chiffres en France, il y aurait donc 4,3 millions de tonnes d'aliments gaspillés chaque année, ce qui correspond à 63 kilos par personne et par an sur l'ensemble de la chaîne de production, distribution et l'étape de la consommation. Donc, juste pour donner un ordre de grandeur, et parmi donc, les 63 kilos, il y en a au niveau du consommateur, mais quand même près de 40 kilos se font tout au long de la chaîne avant même que ça arrive jusqu'à nous. Et moi, c'est surtout de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Et donc, au cours de ma recherche, donc, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait donc, la création un peu d'un nouveau marché, une nouvelle économie qui remet en valeur ces excédents alimentaires qui étaient auparavant jetés, notamment après la mise en place de réglementations. Donc en France, il y a eu un pacte national contre le gaspillage alimentaire dès 2013 et après, en 2016, une réglementation de loi de lutte contre le gaspillage alimentaire portée par Guillaume Garot. Peut-être que vous connaissez. Donc, il y a mis notamment, enfin, une des mesures phares, c'était l'obligation pour les supermarchés de passer des conventions avec des associations de solidarité alimentaire pour donner leurs produits. Après, il y a eu d'autres dispositions pour étendre cette loi. Donc maintenant, c'est plus seulement les supermarchés, mais c'est aussi les industries agroalimentaires, les grossistes, la restauration collective, avec à chaque fois des seuils pour viser les entreprises qui génèrent le plus de produits. Et donc, dans la loi, il y a aussi la mise en place de sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas cette obligation, même si en pratique, les sanctions pour l'instant n'ont pas été utilisées. Il y a cette obligation de don. Il y a aussi une mesure assez symbolique qui était l'interdiction de détruire volontairement des produits encore comestibles, donc notamment pour éviter des pratiques de certains supermarchés de mettre de l'eau de javel sur les produits pour pas que ce soit récupéré, notamment dans les villes quand c'est dans l'espace urbain. Donc, il y a eu cette interdiction. Là encore, en pratique, c'est pas forcément contrôlé, mise en œuvre, mais elle existe. Il y a eu des décrets supplémentaires pour améliorer la qualité des dons alimentaires. Donc, la loi dit que les produits doivent être donnés 48 heures avant la date de péremption et que les donateurs doivent aussi trier les produits pour pas que ce soit de travail supplémentaire pour les associations. Et après, d'autres mesures plus récentes, donc l'obligation de diagnostic dans la restauration collective, aussi la mise en place d'un label d'entreprise zéro gaspillage alimentaire. Donc tout ça, ça a généré vraiment un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire et qui a amené un peu à deux dynamiques donc que j'appelle de remarchandisation, mais ça se fait à la fois par le don et par la revente. Donc le don, je l'analyse comme une remarchandisation parce qu'en fait, il y a des contreparties fiscales pour le don qui sont assez importantes et qui donnent du coup une valeur financière aux produits qui sont donnés. Donc en France, les entreprises reçoivent 60% du coût de revient des produits donnés sous forme de réduction fiscale. Donc 60% de la valeur, c'est quand même pas rien. Donc ça donne une valeur à ces produits et ça a contribué à encourager le don en plus de la réglementation. Il y a eu un développement de réseaux et de circuits de dons. Donc, il y avait des circuits traditionnels qui existaient depuis longtemps, bien avant toute cette dynamique, donc des banques alimentaires, des associations connues comme les Restos du Cœur, etc., qui existaient. Mais la lutte contre le gaspillage alimentaire a aussi donné naissance à de nouveaux intermédiaires
des associations ou des startups, notamment. Certaines sont à but non lucratif, d'autres sont à but lucratif, enfin, sont des entreprises qui, par exemple, jouent le rôle d'intermédiaire entre les donateurs et les receveurs pour optimiser le don et permettent de développer le don aussi dans d'autres secteurs, aussi pour des produits qui étaient plus difficilement atteignables par les associations, donc notamment quand c'est des petits volumes. Enfin, voilà, ils jouent le rôle un peu de centraliser tous ces dons. Et il y a aussi des initiatives comme Hop Hop Food. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application digitale et qui permet aux utilisateurs de récupérer directement, gratuitement, les produits qui sont donnés. Donc c'est aussi une forme de don, mais plus direct, en évitant les circuits de redistribution classiques. Et après, une deuxième dynamique donc, de remarchandisation, ça a été vraiment la revente de ces produits, même si la loi encourageait au don, en fait, petit à petit, les entreprises se sont rendues compte qu'elles avaient tous ces produits disponibles, donc pourquoi pas essayer de les vendre. Et là aussi, des intermédiaires se sont créés pour aider à vendre les produits. Donc, il y a des startups qui aident, par exemple, à mettre en place des rayons à prix réduit au sein des magasins, ou sinon des paniers de produits qui vont bientôt arriver à date de péremption ou de produits qui sont abîmés. Donc, par exemple, avec Phoenix, Too Good To Go, enfin, ce type d'application qui permet aux consommateurs d'acheter à prix réduit les produits qui allaient être périmés. Donc, voilà, la création d'une nouvelle économie, de nouvelles ventes pour ces produits qui étaient jetés. Et, et donc, pour toi, quelles sont les limites de cette économie et qu'est-ce qui pourrait vraiment permettre de réduire le gaspillage alimentaire? Donc, les limites, donc c'est important de parler des limites parce que cette dynamique a permis de réduire d'une certaine manière les produits qui étaient jetés. Mais d'une part, donc, il y a de fortes limites sur le don parce que la lutte contre le gaspillage alimentaire a plutôt encouragé la quantité des dons et pas forcément la qualité. Donc on voit qu'il y a une grande partie des produits donnés qui sont soit abîmés, trop vieux, etc., soit inadaptés à la fois sur le plan nutritionnel ou gustatif, enfin, qui ne correspondent pas aux demandes des populations qui vont les recevoir. Et c'est problématique puisque les entreprises qui y donnent reçoivent des incitations fiscales pour ces produits qui finalement vont être jetés au niveau des associations. Et donc récemment, donc là encore, c'est difficile d'avoir des chiffres, donc c'est à prendre avec précaution. Mais une étude montrait qu'il y avait jusqu'à 16% des produits qui étaient jetés au niveau des associations. Et ça représentait, donc là encore, des estimations, mais 11 millions d'heures de bénévolat et 65 millions d'euros en incitation fiscale du coup pour des produits jetés. 74 millions de frais inutiles et pour les associations et 10 millions de coûts de traitement des déchets pour les collectivités. Donc, tous ces impacts pour un peu un système qui marche sur la tête où en fait on va redistribuer des produits sans qu'il y ait vraiment de demande en face. Donc, aussi, une marge d'amélioration, ce serait de mieux contrôler les incitations fiscales qui sont reçues, éventuellement les conditionner à la qualité des produits, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'abus possible de ces incitations. Après, une limite de cette économie du gaspillage alimentaire à court terme, c'est vraiment la concurrence entre les circuits de dons et les circuits de revente. Parce que d'un côté, on voit que le don, ce n'est pas du tout une solution idéale, mais d'un autre côté, à l'heure actuelle, il y a vraiment une augmentation de la précarité alimentaire. C'est des produits dont les associations ont besoin. Et on a assisté aussi à une forme de concurrence par la revente de produits à prix réduit qui va court-circuiter certains dons. Donc, une concurrence entre les deux qui pose vraiment problème à court terme. Et à long terme, même le don, on voit que c'est pas une solution qui fonctionne bien pour donner accès à l'alimentation, puisqu'il y a une part de stigmatisation dans le don, dans le fait d'avoir recours à l'aide alimentaire. Et là, c'est un sujet dont Bénédicte pourra parler mieux que moi. Mais je l'ai vraiment vu dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait,
on présente souvent le don comme la solution magique. Enfin, on a des produits en trop, il y a des personnes qui en ont besoin, on va leur donner. Mais en fait, c'est pas, ça ne communique pas pareil que si on finit. C'est pas parce qu'on va finir ses épinards que quelqu'un va manger plus. Ça a aussi sur le plan environnemental, ça, c'est pas une solution efficace puisque ça crée des nouveaux circuits, du transport, de l'emballage et beaucoup d'impact par rapport à avoir accès direct, à ce que ces populations aient directement accès à l'alimentation. Et donc, enfin, il y a aussi une forme de pérennisation de la surproduction, vu qu'on a maintenant de plus en plus de débouchés pour les produits en surplus. Ça renvoie à l'extrait que lisait Bénédicte tout à l'heure. En fait, avec cette lutte contre le gaspillage alimentaire, on a créé une nouvelle voie d'utilisation des excédents et ça va pas pousser à la prévention en amont d'éviter de produire ces produits dont on n'a pas forcément besoin, avec aussi dans certains cas des dérives même un peu de greenwashing, de dire ah on redistribue tant de kilos ou ce que certains appellent donc charité washing, enfin de dire on a nourri tant de personnes alors qu'en fait finalement c'est pas vraiment des circuits très vertueux. Donc enfin, voilà, pour aller plus loin, enfin, éviter ces limites de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce qui est important, c'est surtout de travailler sur la prévention. Et ça a été beaucoup moins encouragé par les réglementations sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que ça demande davantage de repenser en profondeur nos systèmes de production, de distribution et de consommation. Donc il y a des initiatives, beaucoup d'initiatives qui existent, il faut le reconnaître, qui travaillent sur la prévention par l'optimisation des processus actuels. Donc, par exemple, des logiciels qui vont optimiser la gestion des stocks, la planification des menus en restauration collective. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font et qui permettent d'éviter de surproduire dans les circuits actuels, enfin, vraiment en optimisant les processus actuels. Il y a aussi des entreprises qui maintenant proposent des solutions avec l'intelligence artificielle qui permettent de mieux optimiser l'offre par rapport à la demande et de réduire comme ça les surplus. Aussi, beaucoup d'associations et d'entreprises qui travaillent à mieux former les équipes et le personnel des entreprises alimentaires, qui soient plus sensibles à la question et à lutter au quotidien contre ces effets de surproduction. Mais pour aller plus loin, il y a quand même vraiment besoin de changements systémiques dans le système de production. Et ça, c'est vraiment l'étape d'après, d'avoir des changements structurels. Et là, donc, ceux dont je peux lister les principaux, on va dire, ce serait déjà rééquilibrer les relations entre les producteurs et les distributeurs, puisqu'à l'heure actuelle, les systèmes alimentaires sont quand même dominés par les entreprises de grande distribution qui contrôlent plus de 80% des parts de marché et du coup qui ont quand même la main à la fois sur les prix, sur les pratiques de production et qui vont générer du gaspillage en amont. Donc avoir des relations plus équilibrées, plus transparentes aussi, puisqu'on ne sait pas forcément ce qui se passe dans les contrats entre les fournisseurs et les principaux distributeurs. Et après, c'est aussi donc encourager d'autres circuits avec moins d'intermédiaires, des circuits courts, par exemple, une production à plus petite échelle, des circuits plus locaux qui se permettent aussi de mieux ajuster l'offre et la demande, d'être plus résilient au changement, puisque ce serait moins centralisé. On ne serait pas dans une concentration comme on l'a à l'heure actuelle de quelques acteurs. Et donc, pour quitter aussi un modèle de production à grand volume, puisque en France aujourd'hui, on a beaucoup plus de production que de besoin. Enfin, donc, il y a évidemment un énorme problème de précarité alimentaire, mais c'est pas qu'on manque de nourriture, c'est un problème d'accès. Et donc, après, ce serait aussi réguler les pratiques commerciales. Et là, on joue aussi sur ce qui se passe au niveau du consommateur, puisqu'on dit souvent, ah, le consommateur, vous avez peut-être entendu, il y a beaucoup de chiffres qui vont responsabiliser le consommateur de dire
40%, 50% du gaspillage a lieu chez vous. Donc, évidemment, il faut faire attention à ne pas gaspiller chez soi et faut que chacun jette aussi peu que possible, mais il y a énormément, une grande part de ce gaspillage qu'on contrôle pas, nous, en tant que citoyens, et qui est lié aussi aux pratiques des acteurs économiques, avec la fixation des dates de péremption, les standards sur les produits, des pratiques marketing, puisque quand même en France, 76% des achats ont lieu en grande distribution. Donc, voilà, il y a beaucoup de consommateurs engagés qui achètent ailleurs, mais la plupart des achats, c'est la grande distribution. Donc, on va être soumis à ces pressions des offres promotionnelles, le marketing saisonnier, des formations, rollback, etc. Et donc, c'est surtout ces aspects qu'il y a énormément de marge de manœuvre pour prévenir le gaspillage tout en améliorant la qualité de l'alimentation. Et après, donc ça passe aussi par l'éducation des citoyens, mais aussi par un changement au niveau des acteurs économiques. Et après, tout un autre volet, et là, c'est plus la sécurité sociale alimentaire ou d'autres initiatives qui vont y répondre, mais c'est offrir un accès à l'alimentation qui ne reposera pas sur les surplus du système, mais que chacun ait accès au droit à l'alimentation de base. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Avant de donner la parole à Arthur, si vous avez déjà des questions de clarification, on va dans le débat après, mais peut-être que ce soit les personnes connectées ou les personnes de la salle. Voilà, s'il y a quelques questions pour clarifier, alors que ton intervention était, je te remercie, très très claire, très très riche. Par rapport à votre étude, comment vous avez sur quelle base, comment s'est effectuée votre étude par rapport aux chiffres, comment s'est établi tout ça, par rapport à vos chiffres, tout ce que vous avez énoncé, toutes vos sources. Oui, la plupart des chiffres là que j'ai cités, c'est pas moi qui les ai établis. Moi, c'était dans le cadre de ma recherche de thèse, j'ai surtout mené des entretiens avec tous les acteurs qui étaient liés au gaspillage alimentaire, donc en partant de producteurs, de distributeurs, d'industrie, restauration collective, puis tout ce qui se passe au niveau des collectivités, politiques publiques. Enfin, moi, j'ai vraiment essayé de rassembler l'information de tous les acteurs impliqués dans ce nouveau écosystème du gaspillage alimentaire. Et après, les chiffres que j'ai cités sur les quantités, j'y ai aussi travaillé, mais plus dans le cadre de missions de conseil ou autre, mais la plupart des chiffres viennent de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en France, qui mène des études sur le gaspillage alimentaire. Par exemple, les chiffres sur les produits jetés au niveau des associations, c'est une étude récente où ils ont travaillé avec 6 réseaux, je crois, d'aide alimentaire et à peu près chaque fois un échantillon d'associations. Et les chiffres nationaux sur les quantités totales, là, la France suit maintenant des méthodes au niveau européen. Sauf que dans les chiffres que j'ai cités, j'ai parlé que de la partie comestible, alors qu'au niveau européen, ils incluent tous les déchets, y compris les épluchures, les peaux, les os, etc. Là, je parlais que des quantités comestibles. C'est pour ça que parfois, on entend 120 ou 130 kilos par personne et par an, et là, c'était plutôt, j'ai dit 60, parce que c'est à peu près la moitié, en fait, qui est comestible, et le reste, c'est du non comestible, mais je trouve que ça a plus de sens de parler de ce qui est comestible. C'est quand même trop mange. Mais après, dans les mesures, souvent, c'est mesure le total parce que il faudrait vraiment replier. Oui, pardon, je t'avais dit. Je vais confirmer, j'ai discuté. Je sais pas que les grandes surfaces, ce qu'il leur fallait, c'est qu'il y avait d'autres acteurs. Ils savaient qu'elle allait commander plus d'impression, et puis ils savaient que y avait partie d'avoir
stock de telle façon que le rayon soit plein. Donc, dès le départ, il va intégrer cette besoin. Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est une norme sociale qui est quand même assez forte, où les magasins, après, est-ce que c'est un peu la poule et l'œuf, enfin, est-ce que c'est le consommateur, le client qui demande ça, ou est-ce que c'est eux qui le génèrent, mais ils ont cette impression que, en tout cas, à l'heure actuelle, s'il manque de produits, ça peut vraiment faire chuter leur vente parce que la personne va aller dans un autre magasin, enfin, va se tourner vers d'autres magasins, etc. Mais là-dessus, il y a quand même là, je voyais une différence entre la France et les États-Unis. Enfin, autant dans la grande distribution, je pense que c'est assez similaire et en France, enfin, il faut que les rayons soient pleins, etc. Mais par exemple, dans ce qui est d'ordre des boulangeries, enfin, c'est plus accepté socialement de ne pas avoir tout à la fin de la journée. Enfin, c'est presque considéré comme normal. Et donc, ça montre que c'est possible. En fait. Enfin, on pourrait imaginer quelque chose de similaire dans les magasins, parce que finalement, on est dans une société où on a un peu quand même de flexibilité. Enfin, on pourrait arriver et s'il n'y a pas de tomates, on peut acheter autre chose. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, en grande distribution, c'est vrai que c'est pas du tout accepté, en fait. Donc, ils veulent que les rayons soient pleins. Mais après, il y a aussi beaucoup de marge de manœuvre. Même si on a des rayons pleins, on pourrait avoir un nombre, c'est aussi le nombre de produits, le nombre de références pour le même produit. Et là, vraiment, c'est de l'ordre du marketing. En fait, on a parfois 50 yaourts, 20 paquets de charcuterie, enfin, pour des produits qui sont très similaires. Et donc, est-ce que ça, c'est justifié? Enfin, disons qu'il y a de quoi progresser, même avant d'imaginer que les rayons soient vides à la fin de l'année. Voilà, changer progressivement les normes. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, du coup, on va poursuivre avec Arthur. Je te laisse partager l'écran et je vous montre voilà, j'ai aussi Arthur en image. Donc, ce qui était important ce soir dans notre réflexion, c'était d'une fois de parler de cette surproduction, du gaspillage alimentaire, mais aussi de faire le lien avec l'agriculture, en essayant aussi de penser les cycles au niveau des productions. Et donc, le projet de Veni Verdi et l'agriculture urbaine, elle s'installe en fait dans les villes, l'agriculture, mais ça ne va pas de soi. Et du coup, la première question, c'était de voir un petit peu comment ça naît, un projet d'agriculture urbaine, comment ça se construit, qui en est à l'origine, qu'est-ce que ça sollicite, etc., etc. Merci. Alors, donc, comment ça naît un projet d'agriculture urbaine? Moi, en fait, je voulais pas arriver en parlant business plan, lever de fonds, et répondre à des appels de subvention. Du coup, j'ai préféré un peu détourner la question et parler de trajectoire personnelle pour donner un peu un exemple humain, quoi, comment est-ce qu'on arrive là-dedans. Surtout que en fait, moi, je suis un Parisien, Paris. Il y a 6 ans, enfin, je suis né à Paris et il y a 6 ans, en fait, j'avais peur des vers de terre et j'avais jamais vu un pied de tomate de ma vie. En fait, j'ai eu une prise de conscience écologique. J'ai quitté mon travail, j'ai fait une période de chômage et du coup, j'ai eu le temps de m'introspecter et c'est là qu'est apparu à moi la permaculture. Donc, je me suis du coup lancé là-dedans, ça fait maintenant 6 ans, donc je suis professionnel. Et du coup, j'ai commencé très chichement. J'avais une fenêtre avec un petit rebord, voilà, donc j'ai 3 mètres, un pied de romarin, un pied de thym et une sauge. Alors, le romarin et le thym, ils sont pas tous là. La sauge, elle est tombée du 6e étage. J'ai failli tuer quelqu'un. Donc, vrai. Voilà, donc ça c'est ma première expérience de planter quelque chose. Voilà.
Ensuite, j'ai demandé un permis de végétalisation, sauf qu'en fait, dans ma rue, il n'y avait pas d'arbres. Il fallait que je passe 200 ou 300 mètres déjà pour aller jusqu'à. Il y avait du caca de chien, je savais pas comment faire, il fallait acheter du matériel et tout. Du coup, en fait, la parcelle était spécifique, j'ai cherché. Euh, Après, j'avais une cuisine, du coup, qui était orientée plein sud. Donc, là, j'ai fait une petite tomate pour ma cuisine. J'ai fait aussi des salades radis. Voilà, on progresse un peu et tout. En fait, bah, du coup, j'ai dû manger 3-4 tomates cerises et j'avais des radis, mais c'était difficile. Et en plus, dans ma cuisine, j'ai eu une invasion de pucerons. Après, j'ai eu une invasion d'araignées rouges et après, j'avais eu les mouches. C'était très compliqué. Euh, donc, j'ai décidé qu'il fallait que je me forme. Et donc, bah, je suis parti faire du film au Pyrénées. Ça, c'était en 2020. 2020, c'était la fin du monde. Il y a eu le premier confinement pendant que moi, j'étais dans le Pyrénées. Je sais pas si on c'est le Wi-Fi. Je sais pas ce que c'est le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, en fait, c'est un système où on va chez les paysans, des paysannes, et du coup, on est nourri, logé, on travaille avec la personne 5 heures par jour, normalement. Et voilà, ça permet de se former, de nouvelles idées, petits parisiens, ça m'a vraiment intéressé. Et donc, du coup, confinement, je rentre à Paris, super idée pour passer le confinement. Euh, et donc, pendant ce confinement, bah, je suis un cours en ligne, plein de structures qui existent, que je ne connaissais pas, l'Archipel, la Sauge, l'école du Breuil, et j'entends parler aussi de Liberty. C'est une association, du coup, où, bah, à l'époque, je ne sais pas, mais je crois qu'on peut faire tout ça. Et, et du coup, bah, en fait, moi, j'y vais 3 jours par semaine, quasiment. Et là, du coup, bah, je m'éclate, en fait, et j'arrive à prendre des verres de bière dans ma main, et tout, c'est excité. Et puis, je rencontre aussi Vladi, spécial dédicace artistique, la bien de l'association. Dans cette association, j'entends parler formation qui s'appelle, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est une formation qui dure 9 mois. Et du coup, il y a une option là-dessus qui s'appelle ferme agroécologique. Bon, du coup, bah, j'essaie de faire ça. Et en fait, bah, je pense que c'est une des meilleures années de ma vie parce qu'en fait, je suis retrouvé avec 5 personnes qui étaient toutes là bah, pour voilà, essayer un peu de changer le monde, d'imaginer le monde de demain. Et moi, ça m'a grave aidé par rapport à ma société aussi. Voilà, donc, ces personnes-là. Euh, Ensuite, j'ai fait une formation enfin, j'ai continué du coup à me former encore. Et je suis parti faire une formation sur le terrain. Donc là, j'ai été agricole dans une ferme en maraîchage bio, 12 fermes, 15 hectares, qui est à Fontainebleau. Du coup, cette ferme, elle alimente 9 AMAP, dont 5 qui sont. C'était dans une forêt. J'étais vraiment dans la forêt, dans un bio, et j'étais content parce que du coup, j'ai la lisière comme ça, je peux observer des animaux. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, enfin, c'était pour vous dire tout ça qu'on peut trouver des très belles fermes. J'y suis allé. Et donc, à la fin du coup de ce contrat-là, je travaille, enfin, j'embauche du coup chez des parties, donc ça fait 2 ans que je travaille. Et du coup, je m'occupe de la ferme de quartier de la Salle. Euh, voilà, d'ailleurs, spécial dédicace à Lucienne. Euh, et voilà, donc c'est pas facile tous les jours, mais vraiment, c'est ça.
Voilà. Donc, désolé d'avoir un peu détourné la question, mais voilà, tout simplement, quand je suis arrivé à l'agriculture urbaine, et du coup, bah, vous avez bah, un parcours parmi des centaines d'autres. Si jamais un jour Angèle est invitée à voir son propre parcours, peut-être. Donc, pour résumer, je dirais que pour faire naître un projet d'agriculture urbaine, chacun d'entre nous, déjà, il faut être déterminé. Ensuite, il faut se former continuellement parce que sans faire parler, c'est toujours de tout ça, changer de compétences. Si on faire de l'agriculture urbaine, on est un peu obligé d'accepter de faire des difficiles. Voilà. Alors, en tout cas, merci du détournement de question, parce que c'est une belle façon de raconter un petit témoignage de tout ce cheminement. Et donc, puisqu'on a compris que tu arrives maintenant à faire pousser plus que des radis filaires, soit tomates cerises, qu'est-ce qu'on peut produire en ville et quelles sont les conditions pour produire quelque chose en ville? Alors là encore, moi je ne suis pas chercheur en agriculture urbaine, je n'ai pas d'expérience à voir. Après, promis, je donnerai mon avis sur le reste. Du coup, je suis responsable de la ferme de Percival. D'ailleurs, vous avez des photos là, qui ont pu illustrer ce que je raconte. Là, c'était des photos sur les trois anciennes. Je suis dans le square de la Salamande, vers la rue Saint-Blaise. Donc, en fait, c'est une ferme qui est sur des logements sociaux. Voilà. C'est une zone qui est juste à côté des quartiers politiques de la ville, donc, prioritaire, enfin pas prioritaire, mais juste à côté. Euh, il y a 300 logements et du coup, le but c'est de jardiner au maximum avec les habitants. En fait, moi, c'est pas moi je quasiment, je ne plante pas, je sème très peu en fait. C'est que ce sont les gens qui euh, donc, du coup, bah, pour ça, en fait, on a deux kilomètres de chocolat qui sont publics. Euh, c'est et ensuite aussi, on fait un petit, donc, tous les légumes en fait on produit sur le toit. Et en fait, on fait un petit marché dans le square, directement dans le square, où on vend les légumes. Donc, c'est du entre mai et octobre, le mercredi à 7h30. Voilà, si vous voulez goûter des produits qui ont poussé dans le ciel, on est pas frais, entre les chiens, vous pouvez venir le voir. Après là, on commence à arriver sur les saisons dans de production, ça. Et voilà. Du coup, la production, bah, parlons-en. L'année dernière, on a produit 800 kilos de légumes. On produit aussi des fleurs à couper. Des fleurs à couper, donc on a un millier de fleurs à couper, et puis des centaines de bottes d'aromatiques. Voilà. Donc, on écoule cette production-là au marché. On écoule aussi euh, à des épiceries dans le quartier. Donc des épiceries, on vend des restaurateurs, et puis aussi on fait des dons, donc les gens qui donnent plein de choses, notamment les légumes moches. On sait qu'on n'arrivera pas à vendre, c'est style aussi. C'est ce que disait Marie tout à l'heure. Hein. En fait, à quel point est-ce que quelque chose est comestible? Parce qu'il y a des gens, en fait, je pense qu'ils ne sont pas tout ça. Comestible. En fait, certaines choses sont comestibles. Pas l'air beau, voilà. On essaie d'avoir des prix bas, c'est du quartier, cher, cher. Tant que pas être labellisé bio, parce qu'on est sur un code.
lors de ce marché, on voit des dizaines et des dizaines de personnes voilà, qui ont accès à des produits qui sont ultra frais, ultra locaux. Donc, les légumes, en fait, ils sont 6 étages en construction. La ferme de la Salamande, elle fonctionne actuellement avec 2 salariés et une service. Du coup, on est principalement sur cette ferme-là, mais aussi d'autres missions ailleurs, pas à temps plein dessus. On accueille tout type de personnes, tous les bénévoles qui sont prêts à venir sur les créneaux qui sont en semaine. C'est pas, il y a plein d'activités. Il y a plein de gens. On accueille des stagiaires aussi, on accueille des personnes qui font du litige, on accueille des salariés d'entreprise aussi qui viennent faire leur choix de position. Et du coup, c'est vraiment la mission de notre association, en fait, voilà. D'ailleurs, en fait, notre production, en fait, ça représente même pas 5% de charge. Enfin, la vente de notre production, de notre produit, ça représente même pas 5% de charge, enfin, de salaire. Se paye vraiment pas. En fait. Voilà. Du coup, donc, ce qui arrive dans le modèle financier de l'association, c'est beaucoup de choses. Donc, on va faire de l'animation dans les écoles, on va faire de la formation dans les personnes qui veulent aussi se lancer dans la formation de projets d'agriculture urbaine. On va faire du coup des cohésions d'équipe avec les entreprises ou les salariés, des matinées au jardin. Ils font du coup des journées de solidarité. Et voilà, donc, je voulais juste conclure en chiffrant un peu le coût du projet. Donc, en 2023, c'est 45 000 euros par an pour la salariée. En termes de maintenance, pas forcément. Et ça, en fait, c'est sur ces 45 000 euros, il y a 60% de salaire. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, pour poursuivre, et finalement, que tu donnes ton avis de manière plus globale, c'est quoi la suite et l'avenir des fermes urbaines? À quoi ça peut répondre, en fait, de tirer en Bon, là, c'est quoi l'avenir? Du coup, forcément, je suis lié avec un témoignage du passé. Donc ça, c'est, je sais pas si vous connaissez ce livre, c'est le manuel de pratique de la culture maraîchère de Paris, qui a été écrit en 1845. C'est un document historique, en fait. En fait, c'est 2 maraîchers qui mettaient en place que pour cultiver dans la ceinture maraîchère en Île-de-France. Et donc, c'est hyper intéressant à lire et on voit en fait que ce qu'il faut en fait, ça va pas Paris, c'est tout suffisant. Et même, ils exportaient des légumes vers l'eau. Voilà. Donc, je dis bien en légumes, en céréales et tout ça, peut-être qu'ils sont pas. Je sais pas si en termes de céréales et tout ça, c'est suffisant. C'est comme ça. Euh, Ça me semblait important de rappeler ça, que dans le passé, en fait, Paris produisait assez de légumes pour ses habitants. En fait, aujourd'hui, c'est plus possible pour plusieurs raisons. L'artificialisation des sols, donc en fait, trop d'autorité et plus en production du coup, ça fait qu'on est obligé de se mettre sur le toit. On a aussi des projets en fait. Du coup, il y a un autre problème, c'est la pollution. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sols qui sont pollués en Île-de-France. Et peut-être en fait, le plus gros problème, c'est la spéculation. Du coup, on ne peut pas lutter en fait de l'inquiétude contre les agents immobiliers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Paris n'est plus production chère. Par contre, on a des exemples dans le monde où en fait, c'est pas
à produire assez de légumes pour alimenter la population. Moi, il y a un exemple qui m'a hyper intéressé, c'est l'exemple de Cuba. Donc à Cuba, en fait, ça s'appelle les organocompost. Et bien, en fait, eux, ils l'ont fait, mais par nécessité. Parce qu'avec l'embargo américain, ils n'avaient plus du tout accès à des frais. Eux, ils faisaient, avec l'URSS, ils étaient plus que leur agriculture, ils sont plus que leur agriculture. Et il y avait plein d'invités sur l'île. En fait, dans les villes, ils se sont mis à cultiver. Et dès qu'en fait un immeuble s'effondre là-bas, en fait, on fait quelque chose. Et ça, en fait, ça du coup, enfin, voilà, d'avoir presque, enfin, la recherche de presque tous les besoins en fait, de la population. Alors après, c'est ce que j'ai lu sur Internet, hein, je suis jamais allé à Cuba. C'est ce que j'ai appris, quoi. Voilà. Et donc, qu'en est-il de l'agriculture urbaine à Paris, du coup, aujourd'hui? Moi, en fait, je distingue deux types d'agriculture. Il y a une agriculture qui va être spécialisée, ça va être sur des produits niches. On va produire, par exemple, du safran, des champignons, du crocus, euh, ou alors on va produire des restaurateurs, des gammes, quoi. Et du coup, en fait, toute cette gamme de produits-là, elle va pas être accessible au plus grand nombre, ça va être un peu réservé à ce budget, quoi. Et en face de ça, en fait, on a plein de structures qui sont plutôt en mode association qui n'ont pas du coup les mêmes objectifs de production et de rentabilité, qui elles vont être plutôt dans la transmission, le partage de connaissances et désolé, voilà. Après, c'est possible de mixer un petit peu, il y en a qui y arrivent. Et donc, nous, au Verdi, on va beaucoup dans les écoles. Alors maintenant, apparemment, il y a un nouveau dispositif qui permet de financer en fait, on s'est beaucoup battu en fait parce qu'on n'avait pas de facteurs qui interviennent. C'est pas le financement. Ouais. Donc, nous, notre mission, ça va être de sensibiliser tant l'école, tout ça. Euh, ça va plus générer l'argent direct, quoi. On va aussi accueillir des personnes qui effectuent leur travail. C'est pareil, en fait, c'est quelque chose, enfin, le ministère de la Justice, il n'a pas d'argent pour ça. On va travailler sur des projets transverses avec d'autres associations. Faire des chantiers éducatifs l'été où c'est les jeunes qui viennent récolter les légumes. Et après, éventuellement, euh, voilà, on a un petit budget. Ensuite, on fait des dons à des invendus à des donc nos invendus, on les donne à des associations de quartier aussi. Donc, on donne pas d'argent. On accueille aussi du coup des entreprises pendant leur journée de solidarité. Et alors, en fait, eux, ils nous demandent, ah, mais en fait, on vient vous aider. On va pas vous payer. On leur dit, mais attendez, vous avez des carottes, ça et tout. On leur dit, mais vous imaginez, on vient dans votre entreprise, on vous dit qu'on va vous aider et faire votre travail de place. On sait pas ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, on a du mal à négocier, quoi. Donc, je pense que vous voyez où je veux en venir. En fait, le modèle économique de ces associations-là, ils sont très compliqués pour après l'argent, alors que Verdi, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général. Donc, euh, enfin, vous savez certainement, ce qu'on dit des associations, c'est qu'elles interviennent là où l'État est défaillant. Voilà, ce serait bien de soutenir un peu ces associations. Voilà. Donc, du coup, il y a des subventions, mais voilà, je ne sais pas si. Moi, je ne sais pas trop ma tasse de thé, mais ça a l'air de faire.
dossiers et tout. Enfin, voilà, très compliqué. On a aussi du mécénat d'entreprise qui verse de l'argent. On se sent un peu sale, on accepte ça. Et donc voilà, donc en fait, cette précarité fiscale, bah, ça entraîne une précarité de structure qui sont assez calmes, quoi. Puis d'ailleurs, ça aussi, parce que du coup, moi, je parle du quotidien avec mes collègues, c'est difficile. D'ailleurs, je vous ai ramené un petit livre là, que j'ai découvert il y a un an, là, ça s'appelle Te plains pas, c'est pas l'usine. Et le sous-titre, c'est L'exploitation au milieu associatif. Du coup, c'est plein de témoignages là-dessus, quoi. Et c'est, en même temps, c'est un peu triste, mais en même temps, bah, ça donne du bon au cœur de voir qu'on n'est pas les seuls comme des galériens. Voilà, je vais faire une petite dédicace à ce bouquin-là. Tac. Alors voilà, donc du coup, on est un peu payé au lance-pierre, on n'a pas de moyens, ça entraîne du surmenage dans les équipes. C'est du précaire aussi, parce que chez Véligraton, on a de la chance d'avoir plein de CDI et tout. Par contre, il y a d'autres associations. En fait, ils envoient des stagiaires faire des animations dans les écoles et tout. C'est civique, des écoles qui sont pas payées, quoi. C'est chaud. Du coup, ça entraîne beaucoup de turnover aussi dans les équipes. Euh, on a, on a une grosse perte de compétences parce que les gens ils partent de l'association et parfois on peut pour des gens qui veulent parce que tout le temps des gens qui sont là. C'est pas une direction qui tient un peu bras, depuis toujours, quoi, mais pour voir ce que c'est sa vie. C'est pas facile. Jamais, enfin, sur le poche. Moi, perso, je pourrais pas faire ce qu'elle fait. Du coup, bah, la question, de répondre à la question, bah, c'est quoi la suite de ces phénomènes, c'est quoi le futur? J'ai envie de dire, c'est soutenir ou la fin, pour rire pour cette association, pardon pour l'effet dramatique un peu. Voilà, mais c'est un peu mon ressenti. Je voulais terminer sur ce sujet. Juste, en fait, je suis désolé, en plus, je fais de la pub pour le Figaro. Hier, ils ont sorti un article. C'était horrible. Et dans l'association, ça nous a vraiment avoir fait mal, quoi. Et donc, cet article s'appelle Quand la mairie de Paris gaspille l'argent public pour produire quelques automatismes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je ne sais même pas si je vais vous conseiller de le lire, mais c'est assez abject. On se fait taper dessus en plus. C'est pas facile. Vraiment, Arthur, merci beaucoup non, mais pour la richesse et la réalité du témoignage. Nous, ici, on est là parce que justement, on sait que c'est pas facile et qu'il faut transformer le système. Donc, on cherche pas des solutions, mais on cherche à transformer le système. Donc voilà, merci beaucoup de ce partage parce que c'est plus facile d'avancer quand les choses elles sont clairement. J'avais une question. Moi, j'ai deux questions, Arthur. Et puis, une question que Paris Habitat fait des fois, tu penses, Ouais. mais est-ce qu'il donne des choses? Alors, du coup, on a une convention de mise à disposition de la culture. Donc, on ne paye pas l'espace. Par contre, ils ne payent pas. Donc là, je pense qu'il y a une vision des choses qui n'est pas, voilà, on regarde comme ça, mais en fait, on travaille pour vous aussi, enfin, pour les habitants qui sont là, et on aimerait bien que vous donniez de l'argent, s'il vous plaît. Mais après, ils nous disent que oui, nous non plus, on n'a pas d'argent, ce que j'entends, mais voilà. Attends, tiens, je te donne parce que sinon, le chat, ça lui en impact les gens qui sont en dessous. oui, je trouve ça. Alors, du coup, dans le square, en fait, il y a eu une rénovation en fait, du bâtiment
3-4 ans. Ils ont voulu végétaliser toutes les façades. Je ne sais pas si c'est végétaliser toutes les façades. Ils ont voulu aussi végétaliser la toiture. Du coup, ils ont fait appel à l'association pour s'occuper des espaces. Ils ne pouvaient pas vraiment faire un jardin partagé sur le toit parce que c'est un énorme conflit d'usage entre ceux qui veulent faire des barbecues, ceux qui veulent boire des coups, ceux qui veulent faire des toits. Et puis, en fait, des gens se retrouvent avec des parcelles de 1 mètre carré. Du coup, nous, on est là pour essayer d'organiser un peu ça. Et ah oui, est-ce que c'est des répercussions? Donc, oui, il y a eu des répercussions. Déjà, tous les travaux de mise de rénovation et de mise d'adaptation de la toiture, ça a été assez mal vécu par les habitants, puisque il y a eu trop de travaux. Et ensuite, il y a des soucis politiques. On essaye d'être voilà, le plus à l'écoute possible, mais on a des soucis avec, on s'allie les parties communes, parce qu'on a des chaussures avec des acteurs en dessous, et du coup, ça fait que c'est clair, souvent, par les parties communes, enfin, c'est difficile de. Ouais. On a des infiltrations d'eau aussi qui sont liées à ça. Et alors ça, je pense que c'est plutôt que le chantier de rénovation est mal fait. Nous, on a des équipements aussi qui sont pas hyper adaptés pour l'accueil du public, qui sont un peu défaillants. Il y a des soucis de vis-à-vis parce que du coup, on monte sur les toits, il y a des gens qui étaient en 6e étage, duplex et tout. Et nous, en fait, on les fait chier à venir un petit peu juste en dessous de leur fenêtre. Donc ça, voilà, désolé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des usages sur le bruit, ici on a entendu parce que, en gros, les travaux qui ont été faits, ils n'ont pas été hyper faits. Ils tiraient un tuyau pour une vidéo sur le toit. Et à chaque fois que le tuyau il s'ouvre, en fait, comme il est enfin, ça fait des vibrations. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit. Donc là, il y a des gens qui sont dessus aussi. Il y a des plantes, il y en a eu pas mal, hein. Je sais pas si. Encore, oui, absolument. Oui, mais j'avais 2% avant les interventions des écoles. On a parlé de débitumisation des écoles. Et est-ce qu'il y a des projets de qualifier dans le Alors, nous, Rémi Verdi, on est présent dans déjà, je sais pas, 5, 6, 7 fermes pédagogiques dans les écoles. Après, on va aussi faire des animations dans les écoles, et souvent, on a tout ça. Et ensuite, il y a du coup le projet des cours Oasis. Du coup, donc, moi, je connais pas bien. Je suis pas bien. En gros, enlever le bitume, mettre des matières qui vont pouvoir se laisser s'infiltrer l'eau, aussi moins faire de l'eau de chaleur, quoi. Euh, voilà. Mais ça, après, le problème, en fait, de ces projets-là, c'est qui s'en occupe. Et du coup, parce que, il y a une question aussi de former les professeurs, qui en fait, c'est à s'occuper. En fait, les professeurs, c'est déjà un peu de l'envie. Donc, voilà. Et donc, il y a des acteurs comme nous qui, voilà, on est là, alors, je crois qu'on ne sait pas. Vous intervenir dans les collèges aussi. On a vu, c'est un collège. Oui. Béni-Verdi, c'est que le 20e, mais c'est plusieurs fermes, parce que là, Non, c'est pas que on est très l'histoire de la ferme de l'eau, et il y en a d'autres qui vont les ouais. Avec un petit panorama. Un petit panorama, ok. Oui, donc dans l'association, on est une vingtaine de salariés, et on a une dizaine de sites répartis dans Paris, en lieu. Donc dans le 20e, en fait, c'est là où ça a commencé. Du coup, 4 ou 5 sites. Là, il y en a un qui vient de se fermer d'ailleurs parce qu'on a plus avec la
décidé de tout arrêter. C'est le collège Henri Matisse. Voilà, donc là-bas, c'est fini. Non, il n'y avait pas de douche. Ah, peut-être sur un dans le 20e, il y a le collège Florent Tristan, le collège Pierre-Mendès France, du coup, la ferme de la Salamande. Ça doit être une école où on intervient. Et je pense pas qu'on soit tout le temps Jean-Baptiste Clément. Dans le 20e. Et puis après, du coup, on est dans le 18e, dans le 19e. Avant, on était à Montrouge, à Montreuil aussi, à Clichy. On va bientôt ouvrir un site à Sopron. C'est aussi d'être. Mais vous existez depuis. On existe depuis 2011. Ça change à chaque fois. 2011, ça. D'accord. D'accord. Ah, voilà. Et pas les autres. Ça marche. Avec ou sans? Avec Pourquoi Oui, bonsoir. Florence Héréro, je suis élue chargée de l'éducation populaire à la citoyenneté à la transition écologique. C'est mon second mandat. Je suis enseignante dans la toute première école qui a été la ville. Et donc, on a créé le premier jardin dans une école, 20e. Ensuite, c'est effectivement la principale du collège Henri Matisse, Patricia Giorgi, qui a été Jenny Verdi, avec les 300 mètres carrés de jardin. Ouais, le projet est en suspens, malheureusement. Donc là, ça prouve bien que ces projets-là, aujourd'hui, en 2024, sont encore dépendants de personnes très engagées, très volontaires, qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, s'investissent pleinement dans ces projets auprès des jeunes. Et la problématique qui a été soulevée, notamment de l'entretien des jardins, des potagers, des vergers eh bien, est toujours d'actualité. Donc, on a une coordinatrice, Laurence Bertel, avec laquelle vous parlez certainement, qui est dans le groupe scolaire Le Vau, qui est l'animatrice du Centre Ressources Environnement du 20e et animatrice ressources, et qui doit gérer. Alors là, on en est à 60, il y a 75 écoles dans le 20e et on en est à 69 écoles qui ont développé un projet de potager, de verger, avec le compost, avec des écoles et des poulaillers. On se trouve toujours confronté au niveau du système scolaire à des considérations de sécurité, hygiène, voilà, donc de plus en plus restrictives en plus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça s'est énormément développé. Donc nous, on a commencé avec l'univers effectivement en 2011, au 11 des CEPS, et je suis partie, ça a été abandonné, ça a été repris. Voilà, donc ça, c'est très désolant, effectivement, d'en arriver à ce constat qu'aujourd'hui, malgré la formidable implication de toutes et tous, hein, petits et grands, il n'y a pas assez de soutien, il n'y a pas assez de formation, parce que là, ça engage du coup la CASP20, c'est la des scolaires et petite enfance, du 20e, et ça, c'est les CASP sont les déclinaisons de la direction des affaires scolaires en centrale. Une grosse machinerie, hein, la ville de Paris. Hein. Voilà. Et toutes les CASP fonctionnent de la même manière. Moi, ne sont pas toutes engagées au même niveau dans ce type de projet. Et ça nécessite une formation des règles. Et donc des animateurs et des animatrices. Donc, ça se fait, mais c'est moi qui voudrais donner un vrai coup d'accélérateur et aussi au niveau des agents, parce que pendant l'été, la plupart du temps, oui, ce sont des gardiens, ce sont des personnels
de la casse qui est présente pour les centres de loisirs, par exemple. Et oui, on ne peut pas laisser mourir un jardin, sous la canicule. Donc ça demande des aménagements, ça demande de la formation, de la sensibilisation, et puis vraiment de la valorisation du travail, parce que c'est quand même un travail qui s'ajoute au travail déjà assez pesant pour l'ensemble des êtres humains. Et puis sinon, oui, quand on parle de valorisation, donc de mon côté, ce que j'ai fait cette seconde mandature, c'est un diplôme, deux diplômes, un diplôme de l'engagement citoyen par rapport à tout ce qui correspond à la solidarité, et un diplôme d'éco-citoyen, d'éco-citoyenne, donc qui récompense les élèves, donc du primaire jusqu'au secondaire, du primaire de la maternelle jusqu'à la terminale, qui récompense donc tous ces jeunes qui s'engagent, qui ont conscience que c'est absolument vital de se reconnecter à la Terre. Et j'espère que chacun et chacune de votre côté, vous œuvrez pour relier l'humain à l'humus. Merci beaucoup. Moi, je voudrais poser une question parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le toit. Je crois qu'il y a tous les toits de Paris, mais quand on entend que les gens, il y a la boue, il y a la boue, il y a quand même une chose. Donc, comment on peut créer un projet? Dès le départ, est-ce que les personnes qui ont été dans les apparts ont été impliquées en se disant, OK, est-ce qu'on est d'accord? Tu vois, pour éviter ça, parce que là, moi, je me dis, je vais avoir ça sur mon toit, mais effectivement, si tu as la boue, si tu as le bruit, c'est clair que s'il y a 100 logements, on va rentrer dans tous les conflits. Mais si dès le départ, on se dit, OK, on va réfléchir au plan. Alors, je suis peut-être à côté de la plaque, mais tu vois, un truc d'éducation populaire, en fait. Ensemble, on va réfléchir et on va voir un petit peu. Et pour que éviter ça, parce que ça, je trouve ça dommage. Ah oui, du coup, pardon. Alors, ça a été fait, apparemment, moi, j'étais pas là, parce que je crois que ils ont lancé le projet en 2016, moi, je suis arrivé en 2023 dans l'association. Et donc, il y a eu des concertations, des réunions publiques. Après, j'ai l'impression que les gens aussi, ils entendent un peu ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y en a qui s'impliquent pas du tout, puis du coup, ils découvrent le projet au jour J, ils sont là, oh là là, mais ça va pas du tout, vous allez voir, vous allez en faire un mois. Voilà. Après, cultiver sur tous les toits de Paris, bah ça va être compliqué parce que, en fait, déjà sur le toit sur lequel on est, nous, bah, en fait, il y a une charge sur le toit maximale à pas dépasser, sinon on va abîmer en fait bah, la toiture et il y a des risques bah, d'infiltration d'eau. Voilà, donc nous on est sur 100 kilos par mètre carré à pas dépasser, et ce qui fait qu'on cultive du coup dans 15 centimètres de terre la plupart du temps, quoi. Voilà. Et, euh, et ouais, donc moi je sais pas exactement ce qui s'est passé pendant les consultations, mais j'ai l'impression que les gens ils ont un peu entendu ce qu'ils ont pu entendre, alors ils ont pas du tout écouté. Pas se rendre compte non plus de ce que ça veut dire. Voilà, en fait, ils peuvent pas aussi pas voilà, se projeter, enfin, c'est difficile, quoi. Surtout qu'il n'y a pas enfin, il y a pas vraiment de projet qui existe déjà comme ça, j'ai l'impression, sur des habitations. Du coup, bah, il n'y a pas, enfin, il y a pas trop de visites, enfin, voilà. D'ailleurs, il y a une commune là qui nous a appelé pour demander à visiter le projet parce qu'ils veulent faire aussi ça sur des habitations. Et, euh, et du coup, bah, c'est une commune, donc je leur ai dit d'accord, pas de souci, on peut visiter. Par contre, soutenez-nous s'il vous plaît, ça coûtera 100 euros la visite et j'ai plus de réponse depuis. Bah, c'est 100 euros pour faire visiter 15 personnes pendant une heure. Voilà. Euh, c'est là pour essayer de soutenir notre projet. On n'a jamais eu de réponse. Je sais pas si. Euh, du coup, moi, ce
que je trouve aussi hyper intéressant dans tout ce que tu racontes, c'est que dans cette idée de circularité, de ce qu'on peut prendre à la terre, de ce qu'on peut rendre, on voit aussi que on critique beaucoup l'agriculture urbaine pour être juste de la sensibilisation. Mais en fin de compte, dans ce que tu racontes, on se dit qu'on a vraiment besoin de cette étape parce que c'est pas du tout facile. Moi, j'avais l'illusion que finalement ça convenait à tout le monde et que ben voilà, c'était des projets qui étaient plutôt faciles à mettre en place. J'imaginais pas en fait le niveau de précarité aussi que vous rencontrez. Et par rapport à ça, j'ai deux réactions. La première, c'est de dire, par exemple pour les travaux d'intérêt généraux et tous ces trucs-là, et ben les paysans à qui on fourguait ces jeunes-là à un moment donné, ont créé des structures pour pouvoir accueillir et ont réfléchi à un prix de journée. Ça a été beaucoup travaillé par les CIVAM au sein de l'accueil paysan. Et donc, il y a une grille pour fixer un prix de jour et qui est négocié avec le ministère. Voilà, donc du coup, ça c'est vraiment important aussi de pouvoir revendiquer ça et s'associer à la culture paysanne qui a déjà été confrontée à ça parce que auparavant on balançait les jeunes comme ça parce que voilà, ça arrangeait tout le monde et on donnait à peine de quoi les nourrir. Et en fait, eux, c'est vraiment devenu des activités pour l'équilibre de la ferme et du temps. Et donc, c'est de l'accueil paysan. Et donc, voilà, il y a des prix de journée qui ont été réfléchis et on trouve ça au niveau du style. Et puis, je trouvais aussi qu'il y avait, c'est peut-être une boutade, mais quoique, il y avait aussi toute cette piste sur la captation de carbone que ça permet malgré tout, et de se dire, bah, en fait, il y en a qui, pour moins que ça, vont demander des subventions à la politique agricole commune. Donc voilà, comment faire reconnaître et aussi voilà, ce service écosystémique au sein des villes, c'est là aussi où on peut parler de circularité, pour qu'en fait, en effet, ce soit gratifié, payé, mais pas aussi difficile. Et donc, je pense qu'il y a un intérêt, finalement, peut-être, à voir comment l'agriculture urbaine peut aussi investir des syndicats agricoles et trouver de l'entraide et de la solidarité avec des choses, en fait, qui sont vraiment au sein des réflexions, que ce soit de la Confédération paysanne, ou que ce soit par ailleurs, voilà, je pensais au CIVAM et d'autres structures en fait de soutien agricole. Donc, voilà, vous aurez beaucoup à gagner dans ces échanges-là. Oui, après, ils nous payent quand même. C'est juste des fois, discussion. Alors, est-ce que au niveau du chat, il y a des questions? Ou des réactions, hein, d'ailleurs. Tu as parlé d'exemple de Paris Habitat. Donc, il y a beaucoup de. C'est vrai qu'il y a les gens ne vont pas aux réunions, ils refusent d'aller. Il y a des gens qui refusent d'aller aux réunions. Quand il y a des réunions publiques qui sont organisées pour les associations, il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller. Moi, c'est arrivé dans des gens que je connais, j'habite un logement de Paris Habitat, et c'est vrai que pour les convaincre, c'est compliqué. Et après, c'est vrai qu'ils te mettent des bâtons dans les roues comme c'est pas permis. Et c'est la réalité. Et c'est vrai qu'il faut que ça change. Donc, voilà. Mais je pense qu'il faudrait aussi la mairie du 20e, comme monsieur le maire et le président de Paris Habitat, ce serait bien aussi qu'il intervienne pour ça, pour ce projet de Rémi Verdi sur les toits. Il faudrait que aussi monsieur le maire et ses assesseurs comme vous et vos équipes, qui aident les associations, il faudrait aussi, voilà, il ne faut pas qu'ils soient tout seuls. Voilà, il faut que la mairie aussi s'équipe. Qu'est-ce que c'est quoi qui fait justement il faut qu'il y ait plus de sensibilisation. Là, d'essayer d'attirer un peu plus, essayer de voir. Il y a des choses qui peuvent se faire attirer. Là, vous avez parlé des écoles Oasis. C'est très bien.
Mais c'est vrai que par rapport, nous, je fais partie du personnel aussi de Paris, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas possibles de faire non plus, parce que on a, moi j'ai travaillé en collège, et il y a des, contre les fermetures, quand les établissements sont fermés, comment on fait pour tout cela? Donc vous, comme certains appartiennent à la ville de Paris, donc est-ce qu'il c'est pas judicieux de rémunérer le personnel, la rémunération du personnel, pour qu'après que, voilà, c'est... Alors, je pense qu'on va pas entamer le débat maintenant, mais si vous voulez, je peux en parler. Moi, je vais sur par rapport à ces animatrices de ressources. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont hallucinantes. Sur le charge de travail, on a dit, et je ne vois pas bien comment on va faire sans elle, parce qu'elle a pris 10 ans d'expérience dans le 20e arrondissement, et c'est quelqu'un qui est engagé. Voilà. Mais je fais aussi de la mairie centrale. Tout à fait. Alors, il faudrait qu'au château, il faudrait qu'il réagisse parce que le château, avec Madame Villette et tout entier au château, ce serait idéal. Les enjeux de la transition écologique sont tels que si on est déjà dans le drame, il faut le dire, mais soyons réalistes. Donc là, il faudrait, bon, d'accord, je prêche pour ma paroisse, puisque j'ai créé cette délégation d'éducation populaire à la citoyenneté, à la transition écologique, parce que depuis 20 ans, en tant qu'enseignante, je mesure à quel point il est important, voire vital, que les citoyens et les citoyennes, dès le plus jeune âge, soient non pas sensibilisés, on n'en est plus au stade de la sensibilisation, mais responsabilisés, voilà, par rapport à ces enjeux. Or, il se trouve que, enfin, on va peut-être en témoigner, cette génération est particulièrement consciente des enjeux. Après, quel espace de parole on leur offre, quelle possibilité d'adjoindre à la parole sur tous les actes. Et c'est notre rôle d'adulte. Eux, bon, enfants ou adolescents, seuls, bon, ils ne peuvent pas grand-chose. Alors, il y a la formation des écoles déléguées à l'Académie du climat, qui équivaut, j'ai suivi l'année dernière avec des élèves de collège Lisson, qui équivaut à peu près à la qualité de la convention citoyenne, mais adaptée aux adolescents. Donc ça, c'est vraiment formidable. Ça, on peut reconnaître qu'il y a un énorme effort de la ville de Paris, mais après, au niveau local, dans chaque arrondissement, et par rapport à l'ensemble des personnels, là, il va falloir produire un effort au niveau de la formation et de la valorisation des métiers. Et après, oui, un petit point par rapport à ce que cette dame voilà, oui, a évoqué concernant l'éducation populaire, c'est vraiment le sujet, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, là, je prends l'exemple de des 3 couronnes le Vaud, il y a un formidable travail effectué avec le CAUE et qui rassemble les enfants, les personnels de la classe, les enseignants et les parents. Et donc tout ça, c'est une communauté scolaire, une communauté éducative de quartier qui agit de concert. Donc avec les parents, les enfants de la maternelle, on est allé faire une clean walk, par exemple, ramasser les déchets. D'ailleurs, il y a une exposition photo sur les grilles de l'école. On a participé aux plantations de la école aussi. Et puis, évidemment, il y a là pour l'instant 2 cours oasis qui sont splendides. Et la maternelle va être ouverte. Donc, tout ça, c'est un travail effectué conjointement entre toutes les parties. Et ça crée de l'émulation, de l'inspiration, de l'enthousiasme et de l'espoir. Juste à parler des cours, c'est là aussi c'est intéressant. Tu as trouvé quand même un outil pour sortir de ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans les cours anxiété. Et ça, je trouve ça, c'est une honte de se dire comment on va aider les jeunes à sortir de ça. Et là, tu as un projet en fait, et ça propose. Ouais. Du coup,
ouais, le fait d'agir et surtout d'être avec d'autres gens qui agissent, en fait, bah, ça aide beaucoup, je trouve, à enfin, voilà, répondre à cette éco-anxiété, c'est sûr. me semble. Mais on ne s'entend pas les jeunes de l'éco-anxiété. Moi, je trouve que c'est un très très bon signe. Hein. Ça dépend. C'est quoi? C'est là. C'est là. Ah non, si c'est pas très jeune, c'est pas très bon. Ils habitent tout. Moi, je suis à part de l'éco-anxiété. Très très bien. Et c'est ce qu'il faut faire pour lever le matin et lutter et mener un combat incessant, et notamment auprès des jeunes. Mais l'éco-anxiété, c'est simplement une grande sensibilité vis-à-vis du vivant et de ce qu'on était sur les je serai de l'éco-anxiété. En tout cas, ouais, il y a deux pendants. Je pense que cet ouvrage de Baptiste Morisot est important pour ça parce que sur l'éco-anxiété, on a vu aussi que ça produisait le fait d'accepter un peu la torpeur et de dire, OK, finalement, je suis dans mon auto-anxiété, je ne fais rien, et donc je vais me changer les idées, et j'ai le droit de, etc. Et donc, au lieu de se dire, qu'est-ce que je peux faire, comment je m'engage, ça venait finalement montrer et justifier de ne pas faire. Exactement. Et donc, c'est ça qui est important. Ce terme, moi, après, c'est un peu tout le travail que le comité citoyen à chaque fois à faire. Ce terme, par exemple, d'éco-anxiété, d'où il vient, à qui il sert? Est-ce que c'est un nouveau business pour les psychologues ou je sais pas quoi? Est-ce que, en fait, c'est autre chose? Après, moi, je suis certaine que ça nomme quelque chose de bien réel, mais qu'est-ce qu'on est en train d'en faire? Oui, je te redonne le micro tout de suite. Moi, ce que je voulais, ce sur quoi j'ai envie de rebondir sur plein de choses et déjà vraiment vous remercier parce que c'est intéressant de voir qu'on est face à des problèmes de représentation, en fait, de combat. Le combat sur le gaspillage alimentaire, ben, on a l'impression que c'est bien, de fait, parce qu'il faut lutter contre le gaspillage alimentaire et que c'est pas raisonnable. Et quand on vient le décrire, on se rend compte que c'est une autre réalité. Et c'est important d'en parler et d'en prendre la mesure. Et de la même manière, finalement, la ferme urbaine, c'est bien. Alors, on nous dit que c'est pas assez, que ça coûterait trop cher. Mais en fait, tout le service que ça rend et le fait de venir donner du concret en ville, je crois que c'est vital. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Donc, c'est important. Et c'est important aussi de se dire que ça peut être aussi une nouvelle mission. En tout cas, je ne sais jamais figuré comme ça, mais que c'est peut-être très lié et que c'est peut-être une passerelle vers l'agriculture et la campagne finalement, et que c'est pas ici il se passe des choses et là-bas il se passe autre chose. Donc voilà, il y a cette circularité à avoir, une meilleure fluidité parce qu'on se rend compte aussi que les choses sont assez cloisonnées et on le voit dans les discours, dans les orientations, tout va tellement vite et tout est tout le temps segmenté, c'est difficile de relier et d'avoir du temps pour le cycle. On est sans arrêt en train de nous demander de couper le cycle, d'aller trop vite. Et nous, les premiers, dans la formation où vous êtes ce soir, ça va beaucoup trop vite pour tout assimiler. Mais en tout cas, c'est vraiment important de commencer à comprendre comment fonctionne ce système alimentaire. Et je vais vous redonner la parole, Marie et Arthur. Vous en dites ce que vous voulez, mais justement, c'était pour essayer de sortir sur d'autres touches et de penser ce cercle vertueux de l'alimentation et de voir pour vous ce qui est urgent de changer. Tu nous l'as un peu dit, Marie, mais moi je veux bien que tu répètes parce que et de le dire peut-être autrement parce que souvent on apprend grâce à la répétition. Donc qu'est-ce qu'il est urgent de changer pour qu'on puisse finalement remettre un cycle dans le système alimentaire? Oui, alors tout à l'heure, du coup, j'ai parlé d'avancer plus sur la prévention du gaspillage avec des changements plus systémiques, en fait, de nos systèmes de production, distribution, consommation. Donc, c'est à la fois une urgence et à la fois un processus qui va prendre du temps d'avancer vers des systèmes plus équitables et plus durables. Donc, à la fois équitables entre acteurs économiques pour avoir
des relations, moins de rapports de force et de domination entre les producteurs, les distributeurs et tous les intermédiaires qu'on a actuellement dans notre système alimentaire, et aussi un système plus équitable pour les personnes qui mangent, enfin, pour l'accès à l'alimentation, avec un accès plus direct à l'alimentation. Après, vu qu'on a parlé d'éco-anxiété et enfin, voilà, pour sortir un peu de ça et pour aller plus vers un cercle vertueux, je pense que c'est vrai que ce que j'ai décrit, enfin, on peut se sentir un peu impuissant en tant que citoyen qui est dans ce système alimentaire mais qui ne va pas donc, résoudre le problème du gaspillage alimentaire. Et donc là, c'est un peu ambigu parce qu'à la fois, on responsabilise trop enfin, voilà, on accuse les consommateurs de dire c'est vous gaspillez à la maison. Mais d'un autre côté, je pense que on a aussi un rôle à jouer en tant que consommateur, mais peut-être aussi à la fois dans ces pratiques alimentaires chez soi, dans les choix, si on peut se le permettre, les choix qu'on fait dans quel circuit on va s'approvisionner, puisque finalement, si on considère qu'il y a des systèmes qui sont plus gaspilleurs que d'autres, quand on peut éviter, par exemple, l'approvisionnement en grande distribution qui va générer plus de gaspillage alimentaire, enfin, si on peut soutenir des systèmes plus locaux, plus durables, on a quand même un rôle à jouer, même si parfois il y a un blocage au niveau du coût, mais pas toujours. Enfin, on peut aussi jouer là-dessus aussi en réduisant le gaspillage chez soi. Ça permet de faire des économies qui peuvent servir à améliorer plus la qualité. Et puis après, c'est peut-être aussi sortir de l'eau. Moi-même, j'ai beaucoup parlé de un peu les citoyens d'un côté, les entreprises de l'autre. Mais en fait, dans les entreprises, c'est aussi des personnes qui travaillent, etc. Donc, c'est aussi sensibiliser dans son commerce de quartier. Enfin, voilà, même parfois des choses tout simples, mais poser la question de ce qu'ils font avec les restes. Enfin, surtout quand on fait ses courses dans des commerces à plus petite échelle où on peut avoir vraiment une discussion. Parfois, il y a des solutions simples. Enfin, il y a des magasins qui sont d'accord de redistribuer ou qui vont réfléchir à certaines solutions. Donc, je pense qu'on peut tous apporter une petite pierre à l'édifice. Ah, tu n'es pas obligé de prendre le micro si tu veux. Ah oui, bien sûr. Mais toi, ils n'avaient pas fait, non. Ça doit dépendre. Qu'est-ce qui est urgent de changer pour atteindre le cercle vertueux de l'alimentation? Moi, j'ai envie de dire, en premier lieu, une mentalité. Ensuite, il faut changer le président, il faut changer le gouvernement, il faut changer la PAC. Voilà, plein de choses à changer. Il faut changer le système. Voilà, donc ça, c'est l'affaire de tous. Il faut s'impliquer, il faut bénévoler, il faut donner, il faut acheter, savoir acheter, il faut défendre, il faut bouffer, pas bouffer, il faut planter, il faut penser aux autres. Et puis, je pense que ce serait pas mal de faire des caisses de solidarité alimentaire aussi. Eh ben, est-ce qu'il y a encore des interventions, des réactions, des questions? Oui, alors une réaction, effectivement, parce que en ce qui concerne, je mesure l'écart qu'il peut y avoir entre les besoins et les productions, si on parle d'agriculture urbaine. C'est équivalesque, surtout quand on a en face de nous un État, des gouvernements et l'agro-industrie qui ne pensent qu'en termes mondialisés. Donc l'agriculture urbaine, évidemment, ça peut être sérieux. Bon, par contre, si on l'envisage sous l'angle de l'animation et des métiers qui vont avec, de l'éducation populaire, de l'éco-anxiété et de tout ce que ça apporte, disons, comme bénéfice au niveau de serait-ce que de la santé, planter des arbres, même être dans un arbre ou sous un arbre, c'est déjà une bonne chose. C'est mieux peut-être que dans un l'air, normalement. Bon, on va dire que aussi est utile, mais un arbre aussi, on soit très utile à la vue, à l'ouïe, à tous les sens. Mais ça, effectivement, c'est pas suffisamment utilisé.
Et c'est précisément ce que toutes sortent les milliards d'animations possibles et d'enseignements sous-traitants étudiés, évidemment, non valorisés, parce qu'on est très peu. Et ceci, que nous perdons sur la peine. Bon courage. Merci. Je crois pas que c'était une question. Du coup, j'en profite pour remercier Marie et Arthur pour c'était passionnant de vous entendre. Et puis vous tous d'écouter. La suite, nos prochains rendez-vous. On se retrouve demain ici à 10h pour un atelier très sympa et rigolo, animé par Karine Jacquemart de Foodwatch. Il s'agira en fait de s'intéresser aux étiquettes, aux produits et de pouvoir regarder en fait les informations qu'on n'a pas et qu'on croit avoir. Par exemple, des fois, vous avez des petits trucs qui vous disent plus naturel. Ah bon, c'était pas naturel. Vous voyez tous ces petits détails en fait sur quoi on communique, qu'est-ce qui est dit. Donc, on va regarder ça ensemble et elle va nous raconter plein de choses et nous apprendre à voir ces étiquettes. Suite à ça, pour ceux qui le veulent, eh bien, il y a une idée de balade urbaine un peu orientée, c'est-à-dire qu'on aura eu l'atelier du matin, on choisit une recette et on se dit où est-ce qu'il faut aller dans le quartier pour trouver les produits qui prennent en compte ce qu'on a appris et combien ça coûte. Donc, on se balade, on fait des photos des produits et ensuite, on se retrouve parce qu'à 17h, il y a le comité citoyen qui se réunit ici et le comité citoyen qui va continuer et poursuivre son travail sur quels critères, quel fonctionnement de la caisse, etc. Donc, grosse journée demain, très intéressante. Vous venez à ce que vous voulez. Si vous avez envie que de faire l'atelier du matin, si vous avez envie simplement de faire une balade, et après, si vous n'êtes disponible que pour le comité citoyen, eh bien, on compose et on s'adapte à ce que chacun peut donner en termes de contribution. Ensuite, mardi soir, je vous l'ai déjà dit, on se retrouve à la Flèche d'Or autour de 20h, 20h30. Le film commence à 20h50 et quelques, je crois, pour regarder Vive les microbes de Marie-Louise Robin. Le lendemain, ça, c'est pas nous, mais je vous passe l'info. Il y a une projection de la ferme des Bertrands, qui est organisée par la MAP des Prairies, donc 50 ans dans la vie d'une ferme. Je suis curieuse que vous le voyez et qu'on puisse en échanger après. J'ai pas aimé, mais voilà, on en parlera. Pardon, c'est du coup à la paroisse Saint-Cyril, Saint-Méthode, le 124 rue de Bagnolet, c'est vraiment à côté de la plage. Voilà, c'est ouais, c'est le mercredi. Donc mardi, il y a Vive les microbes. Après, il y a ça. Ah, vous n'avez pas trop la sortie, on va y aller. Et surtout, ce qui est génial dans la projection qu'ils organisent, et c'est peut-être encore. Alors, le film est très beau. Le film est très beau, c'est une très belle histoire, c'est très bien raconté. Bon, on ne voit pas trop les manifestations pour le prix du lait, mais c'est pas grave, on peut pas se voir dans un film. Mais du coup, il y a Marc Dufillier qui est là. Donc, du coup, alors ça, oui, c'est projection débat, hein, si je lis bien, avec la participation de Marc Dufumier. Franchement, c'est toujours passionnant de venir discuter, d'échanger avec Marc Dufumier. C'est un agronome qui, justement, milite beaucoup et depuis à contre-courant dans sa carrière pour une autre façon de cultiver. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez. Et puis, ensuite, 20h. Vous pouvez faire des petites photos, on va le faire circuler par mail, on va faire une petite photo, on va vous l'envoyer, comme ça vous avez des informations. Voilà. Et puis nous, après, on se retrouvera. Je pense qu'on a encore un webinaire vendredi prochain. Non 5, 8, 12. Non, on n'a pas. En plus, j'allais oublier, on a des visites de ferme. On va vous renvoyer l'information par mail. Samedi 12, on se retrouve et on organise 3 visites. Et d'ailleurs, du coup, Arthur, peut-être tu veux dire quelques mots sur la visite que tu proposes. Donc, vous allez avoir la possibilité de visiter avec Arthur samedi 12. Alors, samedi, normalement, l'horaire, je crois que c'est 14h, 16h, mais
Du coup, c'est ça que tu... On va visiter pendant 2 heures la ferme de quartier de la Salamande. Et après, on ira 50 mètres plus loin sur le toit du collège Flora Tristan pour visiter la ferme pédagogique de Flora Tristan. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, mais c'est une nouvelle saison. Donc, voilà. Si ça vous intéresse de venir, vous êtes le bienvenu. Voilà, donc vous pouvez soit ce soir, soit demain, on va faire la petite liste de l'inscription parce que voilà, on va essayer de se répartir sur 3 lieux. Donc samedi, on peut soit aller visiter les fermes à Véliverdi, donc les fermes urbaines, soit aller à Chelles et on s'organise. Moi, j'ai 3 places pour emmener des personnes et aller dans une ferme de maraîchère qui est en Namat, chez Sauvage et Cultivé. Et soit aller visiter la Cressonnière de Mathieu. Tu veux en parler, Marion? Je l'ai jamais visité. Et Mathieu, pour le coup, une question pour Voilà. Donc du coup, il y a ça le samedi. Et puis le dimanche, pour ceux qui le veulent, on refait une balade urbaine au départ des marchés. Et là, on va s'intéresser davantage au marché. C'est pareil, on fera passer une petite fiche pour partir dans vos marchés. L'idée, on vous en a proposé 3 qui ont lieu le dimanche. Donc, Réunion, Pyrénées et Mortier. Vous vous retrouvez à 10h devant les stands des poissonniers. Et puis, voilà, pourquoi pas, c'est le poissonnier. Donc, vous vous retrouvez devant le poissonnier. Et puis, là aussi, on se retrouve ensuite à la cantine des Mûriers pour manger. Et là, cette fois-ci, à la cantine des Mûriers, on vous invite à manger. C'est bien de s'inscrire. Et pareil, on vous fera tout circuler par mail. Et puis, on fait un petit arpentage de BD autour de Il est où le patron? Si vous connaissez cette BD-là qui parle de la question des femmes dans l'agriculture. Je m'arrête là pour présenter les prochains rendez-vous parce que dès le 15, il y a à nouveau d'autres choses. Et voilà, vous êtes toujours les bienvenus, vous faites comme vous pouvez et à chaque fois, on a des super intervenants et c'est génial. N'hésitez pas aussi à relayer et à faire connaître ça. Ouais. Hein, et voilà, et pour ceux qui sont là demain, on fait comme la fois dernière, on fait un repas partagé. Donc, pareil, vous pouvez amener les trucs que vous avez envie de manger pour qu'on puisse manger ensemble pendant la pause déjeuner. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.